Bienvenue dans cette entrevue, cette première entrevue solo, on va dire, du coffret Couleurs du deuil. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on reçoit Nathalie Hanot. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour Aurore et bonjour à toutes les personnes présentes. Oui, qui nous écoute en direct et qui allait nous écouter également en rediffusion. Alors, on est tous là aujourd'hui parce qu'on a tous à cœur de mieux traverser. On a tous à cœur de mieux traverser nos deuils, de trouver peut-être des outils pour apprivoiser le manque laissé par la personne défunte, pour nous adapter au changement, pour comprendre le processus de deuil, nos émotions. Dieu sait qu'on en a. En fait, le deuil est un tsunami d'émotions. Donc, avec Nathalie Hanot et 10 autres formatrices, on a créé le coffret Couleurs du deuil, donc un ensemble de 11 formations sur le deuil. On aborde énormément de sujets, les émotions, les chaos, la résistance, l'isolement, les liens d'attachement, la créativité dont on va parler aujourd'hui avec toi Nathalie, le cadeau caché du deuil, parce qu'il y en a également un, il y en a toujours un. Donc, le coffret est en vente jusqu'au 20 novembre. Vous avez un an pour suivre toutes les formations. 10 des 11 formations sont complètement nouvelles, donc offrez-vous ce cadeau. Vous pouvez également l'offrir à quelqu'un qui serait endeuillé. Et c'est également destiné aux professionnels donc, qui accompagnent les personnes endeuillées et qui n'ont pas toujours les outils, et c'est normal parce que c'est quand même complexe le deuil, pour accompagner leurs clients. Alors, sans plus attendre, faisons connaissance avec Nathalie Hanot, psychologue clinicienne, formatrice certifiée au Journal Créatif et auteure. Bonjour Nathalie. Bonjour Aurore et bonjour à tous. Alors Nathalie, peut-être pour ceux qui te connaîtraient un petit peu moins, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton cheminement et comment tu es arrivée dans l'univers du deuil? Alors, j'ai travaillé d'abord comme thérapeute d'enfants dans un hôpital pédiatrique pendant la première partie de ma carrière. J'ai fait là 13 années et puis à travailler de manière très, très académique. C'était un hôpital et voilà. Et puis, à un moment donné de mon chemin, vraiment, j'ai fait ce qu'on appelle un épuisement. C'était pas nommé comme ça à l'époque, mais je pense que c'est quelque chose comme ça qui m'est arrivé, où je sentais que je passais à côté en fait d'une énergie vitale et créative qui m'habitait et que je ne pouvais pas mettre en mouvement dans le cadre du travail où j'étais. Et donc, j'ai quitté et j'ai démarré une activité indépendante où là, j'ai commencé à rencontrer plein de personnes, des adultes, des enfants, des adolescents, des femmes, des hommes, des maris, des femmes, des grands-parents, voilà, dans des fonctions, dans des postures différentes. Et j'ai vraiment eu à cœur ça a mobilisé vraiment ma créativité en me disant, mais comment répondre au mieux à chacun en sachant que ce n'est pas moi le moteur de leur guérison, mais qu'il y a un moteur à relancer en chacun. Et puis donc, j'ai commencé à travailler avec la créativité, à emprunter des outils qui ont à voir avec l'imaginaire, les symboles, le tarot, et puis toutes ces thématiques universelles que nous rencontrons. Et donc, en travaillant avec ces thématiques universelles des 22 arcanes du tarot, j'ai aussi rencontré cette thématique universelle qu'est le deuil. Personne n'y échappe. Et, euh, et je l'ai même finalement rencontré dans chacun des suivis, parce qu'au-delà de la perte d'un être cher, nous vivons des deuils en permanence. En tout cas, nous vivons des pertes en permanence, avec de moins en moins de pratiques, de bonnes pratiques, d'outils pour faire face aux pertes. Or, les pertes nous impactent parce qu'elles mobilisent, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, Aurore, toute une série d'états émotionnels qui parfois viennent se jouer de nous et on pense qu'on agit avec notre raison, alors qu'on est surtout en agitation émotionnelle et en réaction émotionnelle, parce que tous ces états émotionnels liés aux pertes et que nous vivons vraiment au quotidien et que nous avons aussi dans nos bagages d'enfance, etc., euh, viennent nous agiter. Et donc, je me suis demandé, mais comment faire pour accompagner le deuil, mais créer une boîte à outils où on pourrait accueillir, exprimer et transformer ses émotions. Comme je suis de nature créative et que je reprenais à l'époque vraiment contact avec l'art et la puissance de l'art, j'ai d'abord travaillé pour moi-même, le deuil de ma grand-mère. Ça a été vraiment une révélation, mais surtout 2 ans après, le deuil de ma mère, qui c'était moins serein comme deuil.
et où j'ai, à un moment donné, pas tout de suite, hein, parce qu'on ne sait pas faire un carnet de deuil très vite après la perte d'un être cher. Il y a d'abord toute la phase de ce qu'on appelle le déni, le choc, et le marchandage. Une approche et une intégration progressive d'une réalité trop douloureuse. À ce moment-là, on ne fait pas de carnet de deuil parce que si notre psyché a le bon sens de nous mettre en déni, de nous mettre un peu en retrait de la réalité, nous, les accompagnants, on ne va pas aller faire plonger la personne en elle-même alors que la psyché dit l'inverse. Okay, ces premiers temps du deuil, c'est le temps des récits. Je raconte qui était l'autre, je raconte les rites, je raconte, c'est le temps du récit. Et puis après, quand on va tout doucement plonger dans ces différents états émotionnels, eh bien, donc moi, c'est 4 mois après la mort de ma mère où je suis retournée dans mon atelier et là, je me suis mise à créer avec tout ce que j'avais. Et c'était des séances où je pleurais tout le temps avec moi-même, toute seule dans mon atelier en faisant ça. Mais à chaque fois, je ressortais de mon atelier, j'avais l'impression que quelque chose de morcelé en moi s'était replacé au bon endroit. Vraiment physiquement, je sentais des cloups, quelque chose se replace en moi. Et puis, ça m'a pris encore quelques années de retravailler, d'essayer de comprendre ce processus par lequel j'étais passée pour pouvoir ensuite le transmettre. Et donc, d'accompagnement plus classique du deuil, j'ai progressivement évolué vers des accompagnements avec la créativité, avec le carnet et avec l'art, parce que, je parlais tout à l'heure, le début du deuil, c'est le temps du récit, mais après, quand on fait du carnet de deuil, le récit continue, mais c'est vraiment un dialogue intime que je vais avec moi-même dans le journal, soutenu par la puissance de l'art, mais c'est aussi, par exemple, un dialogue intime que je vais avoir avec l'être cher décédé, si c'est ce deuil-là que je traite, et, euh, et que ces récits intérieurs qui sont soutenus par une pratique artistique, je l'observe maintenant depuis 10 ans, sont vraiment guérisseurs. Waouh. Vraiment guérisseurs. Justement, dans la formation que vous avez créée pour le coffret, donc qui s'appelle du nom Oui, un chemin d'émotion et de deuil. Donc, vous donnez une trentaine de techniques, vous donnez une liste de matériel et une trentaine de techniques. Est-ce que vous pourriez nous en citer peut-être une ou deux pour qu'on comprenne mieux à quoi ça ressemble un carnet de deuil? Alors, ici, spécifiquement pour le coffret, hein, parce que je sais qu'il y a déjà pas mal de personnes qui connaissent le carnet de deuil, c'est vraiment une formation toute neuve et les exercices qui sont proposés sont différents du carnet de deuil. J'ai vraiment eu à cœur d'offrir une formation particulière pour le coffret. Euh, et ça se passe dans un journal à page blanche, et on va chaque fois aller suivre un cheminement et rencontrer des familles d'émotions avec des techniques artistiques particulières qui sont en cohérence avec l'émotion travaillée. Donc là, le premier atelier, on va juste un peu travailler tout ce qui est, tout ce qui a été mobilisé, bousculé, morcelé en moi. Et là, je vais proposer des petits outils qui peuvent tous être extraits en plus après, si jamais il y a parmi les personnes qui suivent les formations des professionnels qui souhaitent intégrer dans leurs accompagnements les outils. Tous ces petits outils peuvent être extraits et pratiqués juste comme ça. Donc, il y a l'exercice de la boule à neige où on comprend que c'est normal d'avoir été choqué comme on est choqué. Qu'est-ce que je fais avec tout ce qui est choqué en moi? Je viens un peu l'écrire. Donc, on va utiliser beaucoup d'écriture spontanée, c'est-à-dire que j'écris tout ce qui me passe par la tête, tout ce qui me vient, que ce soit fantaisiste, que ce soit dur, que ce soit violent, que ce soit triste, que ce soit noir, que ce soit rigolo, que ce soit... Je ne censure rien parce que toutes les écritures, quels que soient les exercices, hein, parmi les 30, chaque fois l'écriture est transformée en le matériau de base pour créer. Donc l'écriture disparaît. Alors il ne s'agit absolument pas de faire du refoulement. C'est pas parce que je fais disparaître mon écriture que je refoule. Non, non. J'ai pris le temps de m'exposer, d'exprimer, mais je prends le temps de désensibiliser par derrière en créant avec de la peinture, avec des paillettes, avec des images, avec du matériel personnel. Donc il y a toujours ce mouvement de j'exprime avec de l'écriture ou du dessin, et puis ce matériel brut, je vais l'utiliser pour continuer la création.
Ce qui fait que beaucoup de pages vont s'apparenter à des techniques de mix média, on va dire, hein, puisqu'il va y avoir plusieurs couches, il va y avoir du collage. Donc là, j'ai cité la boule à neige, hein, où on exprime tout et puis on va se calmer avec un peu de peinture. Mais dans le coffret ici, je propose aussi à chaque fois un petit descriptif de ce qu'on va travailler, de l'état émotionnel qu'on va traverser, de à quoi renvoie cet état émotionnel dans le cheminement légitime du deuil. Je propose à chaque fois aussi un poème. Les mots sont tellement importants dans le deuil. S'il y a bien des mots qui peuvent nous aider à un peu s'élever par rapport à la cruauté de ce qui est vécu parfois. C'est les mots d'auteurs comme Christian Bobin, comme des poètes, comme la poésie qui vient remettre de l'universel et qui vient remettre du mystère et du sacré sur ce qui est vécu. Donc, il y a chaque fois un poème, il y a chaque fois un collage d'intégration. On va travailler, les 5 ateliers sont des propositions d'expression différentes, mais il y a un rituel à chaque fois pour boucler l'atelier d'un collage d'intégration en fonction, une fois c'est avec la couleur rouge pour la colère, une fois c'est un collage d'intégration pour la vision d'un monde nouveau, dans le dernier atelier sur l'acceptation. Donc voilà, j'ai aussi veillé à mettre un cheminement particulier pour aller du moment où je suis extrêmement choquée par ce qui m'arrive. Le premier exercice, c'est la boule à neige. Hein, j'ai été choquée jusqu'à le dernier atelier de l'acceptation où on ne s'oblige pas à accepter, évidemment. Il y a des propositions d'acceptation qui sont faites et de vision d'un monde qui fait sens pour nous. Ça, c'est le dernier collage, le collage d'un monde qui fait sens, puisque le cheminement au travers du deuil, c'est aussi, à un moment donné, être capable de créer du sens, un sens qui me permet d'intégrer la perte, qui me permet de dire oui, non pas au manque, non pas à la perte, non pas à la mort, mais de dire oui à la nouvelle réalité qui est celle de l'endeuillé que je suis. J'accepte de continuer, de cheminer avec cette nouvelle composante dans ma vie. Donc, c'est dire oui à la vie à chaque fois. Hein. Quand on parle d'acceptation dans le chemin du deuil, c'est de redire oui à la vie. Du non au oui, c'est redire oui à la vie. Mais on ne va pas redire oui à la vie si on n'a pas pris le temps d'honorer. Donc ça aussi, je voudrais le dire, chaque atelier, c'est un travail de mémoire et c'est un travail pour honorer ce qui a été, pour honorer les émotions qui me traversent. Il ne s'agit pas de nier la colère, il s'agit d'honorer ma colère. Il ne s'agit pas de refouler ma tristesse ou de la guérir, c'est un leurre total ça, mais il s'agit d'honorer ma tristesse parce que ma tristesse vient nommer une humanité en moi qui mérite d'être honorée. La même chose pour la peur, etc. Ouais, écoute, tout ce que vous avez dit, il y a énormément de sens là-dedans. J'imagine, bon, comme on l'a dit, le deuil, on ne fait pas ça en 3 mois, 6 mois, 1 an. Tu sais, chaque deuil est différent, chaque personne est unique. Donc, il y en a qui vont aller plus vite dans leur deuil, d'autres moins, et c'est correct, là, c'est légitime. Est-ce que le carnet de deuil, du coup, si on le commence, disons à peu près comme vous disiez, 4, 6 mois après la perte, est-ce qu'on peut l'avoir avec nous pendant plusieurs années, du coup, jusqu'à ce qu'on ait traversé notre deuil, puis qu'on arrive à l'acceptation, au cadeau caché, ou à l'héritage spirituel? Alors, tout à fait. Alors, le carnet de deuil, il a ça particulier, c'est qu'on décide de travailler en groupe pendant 2 jours. Et qu'on va faire, on va même créer la page de l'héritage dans le carnet de deuil. Et on va même créer la page de l'acceptation, qu'on y soit rendu ou pas. On crée vraiment à partir d'où on est et on ne va pas au-delà d'où on est, mais on peut aborder les différentes thématiques dans un carnet. On le crée en 2 jours et en groupe pour rappeler aussi que faire un deuil, c'est une histoire de communauté. On ne fait pas un deuil seul. Même si on a tendance à vouloir se retirer, s'isoler chez soi, un deuil ne peut pas se faire seul. Un deuil, c'est vraiment une histoire de communauté. On a besoin d'être porté dans une communauté. C'est tellement important, les rituels notamment qu'Isabelle va proposer aussi dans la formation, parce que les rituels, c'est aussi une manière de créer en communauté autour d'une personne et autour d'un endeuillé.
Mais là, je mets un tout petit bémol, Nathalie, pour que les gens comprennent bien. Là, vous nous parlez de votre formation, effectivement, que vous donniez avant Covid sur 2 jours, mais dans le coffret, évidemment, c'est pas sur 2 jours, hein, vous l'avez fait pendant un an. Ah, oui, oui. Donc, le carnet de deuil, évidemment, on va le faire. Ce que je veux dire, c'est on peut en faire plusieurs et cheminer une fois qu'on a les outils. Ici, la formation que j'ai proposée pour le coffret, vraiment, vous allez à votre rythme. Alors, certaines personnes auront peut-être envie de tout faire, puis revenir à une page. En tout cas, ce que je voudrais dire aux personnes là qui écoutent aujourd'hui, si une page, à un moment donné, vous laisse insatisfait, ou vous laisse avec une irritation, ou c'est même, ça peut être parfois un j'aime pas, ou juste, ça signale qu'il y a une tension interne qui est toujours présente à cet endroit-là et dans cette thématique-là ou cet état émotionnel-là. Ça veut dire que c'est une page qui continue à demander votre attention. Ça veut dire que c'est un état émotionnel qui continue à demander de l'attention. Ce n'est pas juste j'ai raté ou j'ai réussi ma page. C'est impossible de rater une page de carnet de deuil. Impossible. Si je ne suis pas satisfaite de ma page, c'est qu'il y a encore quelque chose à faire dessus. Alors j'y reviens, j'y reviens, j'y reviens. On peut revenir longtemps sur une page de carnet de deuil. On peut venir ajouter un petit mot. On peut, par exemple, à un moment donné, trouver une image et se dire « Oh mon Dieu, elle aurait été tellement parfaite à cet endroit-là. Ben, je viens voir si je ne peux pas venir la mettre. » C'est un processus vivant, le carnet de deuil. Ce n'est pas un objet après qu'on a terminé et qu'on met dans un tiroir, parce que c'est aussi un objet d'échange. Comme tout est rendu visuellement partageable, hein, il y a toutes des étapes dans l'expression. Parfois, il y a des expressions brutes qu'on n'a pas du tout envie que les autres lisent. Dans le processus de création, ces mots qu'on n'a pas envie que les autres lisent, ben, ils vont se transformer, ils vont être couverts de peinture. Et puis, la page qui est chargée de tout ça, c'est une page qui est comme un tableau qu'on peut partager. Et donc, un carnet, c'est aussi un objet d'échange. C'est un objet de mémoire, je peux y retourner, mais c'est un objet d'échange. Je peux échanger avec mon conjoint, ma conjointe, avec mes enfants. Regarde la page que j'ai faite aujourd'hui, c'est ça qui s'est passé pour moi, etc. C'est un support à l'échange. C'est une page aussi qu'on peut aller, si on est suivi par un thérapeute, par exemple, ou on peut aussi aller avec son carnet chez son thérapeute et utiliser tout ce qui a été mobilisé là. Et donc, c'est vraiment un outil vivant qui continue à vivre, qui est une source d'échange, qui est une source aussi de retour pour soi-même. Plein de personnes aiment retourner dans leur carnet, voir, et voilà. Alors, vous l'avez mentionné, les enfants. Effectivement, si par exemple, mettons la grand-maman décède, donc sa fille évidemment peut faire le carnet de deuil, mais est-ce qu'elle pourrait aussi enseigner la technique à ses enfants, tout dépendant évidemment de leur âge, mais de leur dire qu'eux aussi peuvent créer leur propre page de deuil? Tout à fait, tout à fait. Et c'est même superbe de pouvoir faire ça en famille, d'honorer une grand-mère, par exemple, pour les enfants, une mère, et puis que chacun puisse créer un carnet. Oui, il y a peut-être juste certaines consignes à adapter et certaines, voilà, là où on va écrire sa colère, un enfant pourrait faire un dessin de sa colère. Mais après avoir écrit la colère, on la passe à la déchiqueteuse ou on la découpe. Mais l'enfant peut faire la même chose avec l'énergie de sa colère qu'il a dessinée sur une page. Et il se retrouve aussi avec du papier découpé et un collage à réaliser avec cela. Alors peut-être que les poèmes seront moins adaptés dans le coffret deuil aux enfants, mais je veux dire, voilà, mais tous les exercices peuvent être réalisés par les enfants, évidemment. Alors, si on regarde une des émotions qui arrive souvent quand on vit un deuil, c'est la culpabilité. J'aurais dû passer plus de temps avec lui, avec elle, j'aurais dû l'aider dans sa maladie, j'aurais dû. Donc, la culpabilité, souvent, est extrêmement forte chez les endeuillés. Quelle technique dans le carnet de deuil peut aider à se détacher de cette culpabilité? Alors, alors, je ne sais pas si on se détache des émotions, enfin, en tout cas des émotions. La culpabilité, c'est intéressant d'en parler parce que ce n'est pas vraiment une émotion, la culpabilité. La culpabilité, c'est une construction de l'esprit qui vient nous immobiliser. Elle ne sert à rien. À part nous immobiliser, la culpabilité, elle ne sert à rien. La culpabilité, elle traduit surtout la perte de sens. Si ça n'a pas de sens, je vais en créer un en disant je suis coupable de quelque chose. Donc la culpabilité, elle va traduire vraiment oui, le deuil, c'est aussi une quête de sens. Une fois que je serai parvenue à donner du sens à l'histoire, généralement, il n'y a plus de culpabilité.
La culpabilité, c'est aussi quelque chose, une construction de l'esprit qui vient nous signifier qu'on ne lâche pas prise. C'est compliqué de lâcher prise. Dans un deuil, c'est compliqué de lâcher prise dans la vie. Tant que je ne lâche pas prise, c'est que je pense que je peux faire quelque chose. C'est-à-dire que je garde la maîtrise, un semblant de maîtrise, une illusion de maîtrise sur une situation qui m'a totalement échappé. Mais parfois, on préfère se sentir coupable parce que ça veut dire que j'aurais peut-être pu encore faire quelque chose et c'est parce que je ne l'ai pas fait, mais j'ai gardé la maîtrise. Or, à un moment donné, il va falloir lâcher ça, lâcher et accepter son impuissance. Cheminer dans les différents états émotionnels du deuil, c'est aussi à un moment donné reconnaître notre part d'impuissance face à la mort. Nous ne maîtrisons pas la mort. Mourir n'est pas une erreur médicale. Mourir fait partie de la vie et nous ne pouvons pas maîtriser ça. La culpabilité, voilà ce qu'elle me renvoie. Maintenant, ce n'est pas facile de se défaire de la culpabilité. Parce que quand elle débarque, elle débarque. Donc, on répète autant de fois que nécessaire l'exercice. Moi, la culpabilité et la honte, parce qu'elle a une grande sœur, la culpabilité, qui s'appelle la honte, qui vient, elle, complètement stopper le processus d'expression, elle, la honte. Quand j'ai honte, je n'exprime pas, je ne dis pas et je me replie encore un peu plus sur moi-même. La honte et la culpabilité, je les mets dans la famille de la colère. Et donc, j'ai tendance à vraiment proposer une écriture spontanée. Là, je vais écrire 20 fois « je suis coupable ». Je suis coupable et puis je réponds en écriture spontanée « je suis coupable de, je suis coupable de, je suis coupable de, je suis coupable de » et blablabla, et blablabla, et blablabla. Le critique intérieur se met très vite en route. Je sais que je vais déchiqueter la page après, donc il ne faut pas hésiter à oser les mots, même les mots qui nous font peur. C'est juste des mots sur un papier. Il vaut mieux des mots sur un papier que de garder cette peur-là à l'intérieur de soi. Et j'écris. Ça peut être la même chose avec la honte. J'ai honte, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Mais dès que c'est terminé, l'écriture est passée à la déchiqueteuse ou est déchirée. Et avec ces papiers-là, avec ça, je vais faire une création. Chaque fois, c'est se dire, j'ai honoré cette culpabilité qui m'a traversée, qui exprime tellement bien toute mon humanité, toutes mes faiblesses, toutes mes peurs. J'ai honoré ma honte, qui explique tellement bien que je me suis protégée, que mon inconscient a fait un gros travail avec la honte pour me protéger d'eux, mais là, il m'a tellement protégée qu'il m'a enfermée. Donc, je remercie aussi tous mes systèmes de défense en les intégrant dans une création par la suite. La culpabilité revient, je recommence. La culpabilité revient, je recommence. Ce n'est pas une fois et je suis sauvée de ma culpabilité. Alors parfois, il y a des personnes qui me disent, oui, mais j'ai déjà tellement travaillé, j'ai plus le courage de, puis il faut toujours recommencer, il faut toujours recommencer. Ben oui, c'est ça l'hygiène psychique. C'est toujours recommencer. Si vous prenez une douche le matin, est-ce que vous n'en prenez pas le lendemain parce que vous en avez pris une la veille? Non. Vous acceptez que vous vous êtes ressali, que vous avez transpiré, par exemple, et vous vous relavez, et le lendemain, vous vous relavez, même si c'est la même transpiration, et on ne pose pas la question, et on lave notre corps tous les jours, même si c'est toujours de la répétition. Ben, c'est la même chose avec l'hygiène psychique. Ma culpabilité peut revenir 50 fois. Si elle doit revenir 50 fois, j'irai la doucher 50 fois en l'écrivant, en la déchiquetant. Wow, Voilà. c'est une belle analogie, effectivement. Ouais. Alors, on va parler de deux autres deuils on a eu beaucoup de questions, le deuil blanc et le deuil par suicide. Alors, justement, on a Vanessa qui est avec nous qui nous dit, qu'en est-il pour un suicide? Elle l'a vécu avec son papa il y a 1 an et demi et elle a toujours du mal à y faire face. Ses émotions sont vraiment intenses en ce moment, à fleur de peau, culpabilité. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil à Vanessa? Alors, déjà, je dirais à Vanessa que le plein d'endeuillés, d'êtres chers qui se sont suicidés, à chaque atelier carnet de deuil que je donne, il y a des personnes endeuillées par suicide et que le processus peut tout à fait accueillir ce deuil particulier. Parce que Vanessa l'explique, elle est envahie d'émotions, elle est à fleur de peau. Ben, tout ce qui est à fleur de peau demande à se coucher quelque part, à sortir d'elle, ne pas continuer à irriter sa peau et à irriter. C'est accueillir, et sans doute qu'il faudra faire plusieurs carnets, mais vraiment donner expression à ces émotions. Elles sont tellement légitimes. La culpabilité, elle est tellement envahissante. La honte est tellement envahissante dans les deuils traumatiques par suicide. L'accueillir,
l'exprimer, la transformer et se laisser transformer. Et y aller avec beaucoup de douceur. Le processus créatif qui est derrière, c'est vrai que je m'expose à l'émotion en l'écrivant, mais c'est pour ça que c'est important après de prendre du plaisir à coller, à trouver une couleur, à mettre un papier et à faire une page, une jolie page derrière. C'est pas du refoulement, c'est je m'expose à l'émotion et puis je fais ce qu'on appelle de la distraction pour venir calmer. Puis on répète autant de fois que nécessaire. Et aussi, le deuil blanc peut tout à fait se travailler en, en, en carnet de deuil. Pourquoi? Parce que si je me laisse envahir par toutes ces émotions, de nouveau tout à fait légitimes, ma mère est partie, par exemple, dans son Alzheimer. Son corps est là, sa tête n'est plus là. Je n'existe plus pour elle, elle ne me reconnaît même plus. Quel chamboulement. Comment faire pour rester la fille de cette mère qui ne me reconnaît plus? Comment faire pour rester la fille et offrir mon soin paisible et serein à cette femme qui n'est plus tout à fait là? Eh bien, venir offrir un espace et un temps d'accueil et de transformation de ses émotions, c'est un véritable chemin de deuil, c'est permettre à une certaine paix à s'installer en soi. Et là, alors, je deviens disponible à l'accompagnement de mon être cher ou de ma mère qui n'est déjà plus tout à fait là dans sa tête. Donc, ce n'est pas faire le deuil de la personne, mais c'est venir passer d'une résistance à ce qui est à un oui à ce qui est. Tant que je résiste à l'Alzheimer de ma mère en me disant mais tu te rends compte, elle ne me reconnaît plus, mais c'est terrible. Parfois, il y a des personnes qui sont plus capables d'aller les voir parce que je résiste, c'est trop dur, c'est trop douloureux. Si je fais le passage, comment on fait pour aller du non au oui? On fait le chemin des émotions. J'accueille, j'exprime, je transforme ces familles d'émotions dans un temps d'écriture parfois qui peut être très rapide, mais je vais le faire. Alors je peux dire, ben oui, oui, je dis oui à cette vie qui me demande d'être une fille dont la mère a Alzheimer. Et à partir du moment où je dis oui à la nouvelle fille que je suis, alors je peux aller rendre visite à ma mère, à cette femme qui m'est devenue étrangère, peut-être déjà, mais qui demande mon soin, qui demande ma présence. Parce que j'ai fait le chemin pour. Donc, c'est se rendre disponible à ce qui est. Un deuil blanc, c'est ça, je vais me rendre disponible à cette réalité plutôt que de lui résister. Et puis le deuil d'un être cher, après, ce sera se rendre de nouveau disponible à la vie, en sachant que je vais installer une nouvelle présence avec l'être cher qui n'est plus là dans ma vie, dans cette partie-ci de la vie, tout du moins, hein, là où moi je suis rendue dans la matière. Voilà. Et c'est ça le non au oui. Si je suis capable de dire oui à l'Alzheimer de ma mère, pas l'Alzheimer de ma mère, dire oui à la vie qui me demande de composer avec l'Alzheimer de ma mère, alors je vais pouvoir l'accompagner mieux. Et donc, oui, il y a énormément de personnes qui viennent faire des deuils blancs. Et faire le deuil blanc, c'est pas dire au revoir à la personne, c'est pas oublier. Faire un carnet de deuil, c'est un travail de mémoire. J'honore la mémoire J'honore la mémoire de ce que j'ai vécu avec ma mère et je me rends disponible à ce que la vie me demande de vivre avec ma mère un peu partie aujourd'hui. Mais c'est super important ce que vous venez de dire, d'honorer. Et honorer, c'est pas oublier. Parce que souvent, on l'entend, les gens disent, ah ben non, si je fais mon deuil, je vais l'oublier. Ah oui, non, c'est un travail de mémoire, le deuil. L'oubli, c'est justement ne pas faire de travail de deuil. Ça, c'est ce que la société nous demande aujourd'hui. La société d'exploitation exponentielle, de consommation de soi, d'éternel printemps et été, ça, c'est une société d'oubli. Regardez, si on prend le Covid, il y a eu un moment qui a fait rupture, il y a eu énormément de deuil lié au Covid. Et puis, au lieu d'honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts, au lieu d'honorer la mémoire de tout ce que nous avons vécu, au lieu d'honorer et de prendre la juste mesure de tout ce qui a été vécu au niveau planétaire pour construire un chemin qui donne sens, qu'est-ce qu'on nous propose? De remonter à la société d'avant et d'oublier. Ça, c'est l'inverse du deuil. Faire comme s'il n'y avait rien eu, reprendre la vie d'avant comme s'il n'y avait rien eu, ça, c'est s'éviter le travail de deuil.
Le travail de deuil, justement, c'est plonger dans la mémoire pour venir prendre la mesure de ce qui a été vécu et être capable avec ça de remonter et de reconstruire une société qui donne sens et qui fait sens. Sinon, en remontant là où on nous propose de remonter, bah, ça crée juste des désespérances. L'oubli crée la désespérance. La mémoire, c'est dire bonjour à nouveau, parce que dans tout le travail où j'honore la mémoire, je crée des rituels, je fais des dialogues, eh bien, je vais dire bonjour à nouveau et pas j'oublie. Exactement. On a une autre question sur la notion de temps. Tu sais, souvent, on va dire, bon, mon deuil, il faut que je le fasse rapidement parce qu'on ne veut pas souffrir, puis on veut aller directement à la phase d'acceptation, puis le mettre un peu sur le côté, mais finalement, si on n'a peut-être pas travaillé correctement notre deuil, il peut nous rattraper. On a Claudine qui nous dit que son papa est décédé il y a exactement 7 ans, et elle dit, bon, elle a encore de la culpabilité de ce que je comprends, parce qu'elle dit, je n'ai pas insisté pour lui dire d'aller voir un médecin, de se soigner, etc. Est-ce que c'est normal qu'après 7 ans, je me pose encore ces questions-là? Oui, 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 oui. Le deuil, il ne faut pas le voir comme... Alors, parfois, on le présente ainsi, comme une courbe ou en spirale. C'est juste pour ce mouvement de plongée à l'intérieur de soi. C'est juste pour ce mouvement un peu de plongée que la nature nous montre avec les saisons, qu'on le représente comme ça. Mais ce n'est pas un chemin linéaire comme ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est plutôt un chemin en spirale. Et donc, je spirale et je vais retrouver chaque fois tous ces états émotionnels. Et je continuerai à les retrouver tous. Oui, j'aurai encore des journées de culpabilité quand je pense à mon père, mais si j'ai cheminé dans mon deuil, si j'ai accueilli ma culpabilité, que je l'ai exprimée, que je l'ai travaillée, que je l'ai transformée et que je me suis autorisée à me laisser traverser par la culpabilité, eh bien, quand je vais la re-rencontrer, elle va plus me prendre 6 mois. Elle va me prendre peut-être 24 heures, peut-être juste 1 heure. Elle va me prendre et je vais, ah, voilà ma culpabilité. Mais oui, 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 on est, en fait, c'est une spirale évolutive. Par contre, si on se bloque et qu'on ne se donne pas des outils pour cheminer avec tous ces états émotionnels qu'on s'évite et qu'on imagine que je peux faire un jump du moment où mon parent est décédé à la nouvelle vie là-bas, hein, sans passer par la fosse, là. Je fais un grand jump et je vais de l'autre côté. C'est-à-dire, je ne passe pas par l'automne et l'hiver. Je fais un jump de printemps à printemps. Ben ça crée des sociétés qui créent le burn-out. Le burn-out, c'est aussi une maladie où on ne fait pas le deuil. On fait des jumps, on fait des grands jumps et on ne fait pas la plongée, on ne fait pas l'hivernage, on ne fait pas. Et voilà. Mais ce n'est pas parce qu'on fait l'hivernage que je ne rencontrerai plus ma colère, que je ne rencontrerai plus la profonde douleur du manque. Mais ça ne m'habitera plus totalement. Hein. Au début d'un deuil, on est habité totalement par ça. On n'est que le deuil. Et puis cheminer, en fait, c'est progressivement mettre la mort quelque part en soi et pas la mort partout en soi. Ce qui fait que je vais pouvoir aussi être plus que mon deuil et reprendre pied dans la vie et revivre et être capable de vivre des moments de joie. Et puis, voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça a aidé la personne qui nous a posé la question. Et effectivement, ce que je trouve intéressant avec vous, la façon dont vous l'abordez, c'est que souvent on pense la mort, c'est noir, c'est triste. Alors qu'avec le carnet de deuil, on est obligé d'extérioriser, parce que souvent le deuil, on va le garder de façon très intime, puis c'est correct aussi, mais de l'extérioriser, de découper, de colorier, de mettre des photos, d'honorer la personne qui est partie, ça nous oblige finalement à l'extérioriser et à le montrer d'une façon très plus belle que ce qu'on pourrait penser. Oui, et c'est ce qui m'intéresse, moi, vraiment, dans le pouvoir de l'art et de la créativité, c'est que quand on s'autorise à aller chercher, quand on autorise nos mains à choisir des images, à choisir des couleurs, et à les laisser travailler et qu'on se laisse happer par ça, la créativité, c'est la libido, la créativité, c'est l'énergie de la vie. Et donc, le carnet de deuil, ce qui, moi, m'a séduit là-dedans, c'est en même temps, je me confronte à la mort, à ce qui est douloureux, et ce qui génère de la peur, là, à un mouvement de vie en créant. Et donc, c'est vraiment retisser la mort dans la vie et la vie dans la mort. Créer, on peut se contenter d'exprimer
sa colère, ok, mais je trouve que c'est plus puissant quand non seulement on l'exprime, mais on l'amène dans la matière avec l'écriture, et puis qu'on la déchire, et puis qu'on met de la couleur, qu'on met de la colle, qu'on fait une construction avec, parce que là, je tricote de la vie avec de la mort. Ce qui est le tissage de la vie, et la nature a ce mouvement créatif tous les ans avec les saisons. Oui, exactement. Souvent, on utilise dans le deuil, d'ailleurs, l'analogie avec les saisons, quelque chose qui est normal. Et comme vous l'avez dit au tout début, si on était capable de replacer la mort dans le cycle de la vie, ça serait peut-être déjà beaucoup moins douloureux d'accepter ce qui se passe. Ouais, ouais. Ah, je Alors, pense. peut-être, oui. J'aimerais qu'on regarde une des étapes qui est intéressante dans votre formation aussi, qui est l'étape de l'acceptation. Donc ça, on est vraiment rendu à la fin, si je puis dire, ou en tout cas dans les dernières étapes de ce processus-là. Vous l'avez dit dès le début, au tout début du carnet de deuil, on va déjà prévoir notre page d'acceptation. En quoi elle consiste, cette page d'acceptation? Alors, la page d'acceptation, c'est vraiment de se dire, je redis oui à la vie. Je redis oui à la vie. En fait, je dis oui à la vie et à ce qu'elle me propose. Alors, c'est important de savoir aussi qu'il y a cette étape d'acceptation dans le deuil parce qu'elle est porteuse d'espoir, elle est porteuse d'espérance. Alors, il ne s'agit pas d'accepter si on n'est pas prêt à accepter. On peut très bien faire la page d'acceptation en dire un jour, je dirai oui. Un jour, j'aimerais dire oui à. Ça, on peut le dire tout de suite. Un jour, j'aimerais parvenir à. Je ne me sens pas encore capable aujourd'hui, mais j'espère un jour parvenir à dire oui à dire oui à. Donc, l'important, et je le redis dans la formation, c'est de respecter son propre timing, mais d'oser s'exposer à cet état émotionnel du deuil qui est réel, qui est celui de l'acceptation. Exactement. Un jour, voilà. Allez-y, allez-y, allez-y. Oui, non, comme l'héritage, quoi, hein. L'héritage et le cadeau, c'est de dire un jour, je parviendrai à. Alors, c'est pas grâce au deuil le cadeau, mais c'est à cause du deuil, on a été chercher un cadeau. À cause du deuil, pour pouvoir dire oui à la vie, il a fallu travailler pour aller chercher un trésor là-dedans. Sinon, c'est juste pas possible de remonter quand c'est vraiment des deuils trop douloureux. C'est à cause du deuil, j'ai dû me mettre en mouvement d'un chercheur d'or. Sinon, j'y arrivais pas, oui. Alors justement, je sais quand on a fait des posts sur notre page Facebook, on parlait du cadeau caché et j'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui disaient, mais qu'est-ce que c'est le cadeau caché? Comment trouver un cadeau caché dans le deuil? Alors, on ne pourra pas répondre à la question pour tout le monde aujourd'hui, mais est-ce que vous pouvez peut-être nous donner une piste là-dessus? Je peux donner un exemple personnel, si vous voulez. Donc, ma mère était quelqu'un de très rassembleur. On est une grande famille, donc c'était beaucoup des grandes fêtes, des grandes tables, Et après sa mort, comme j'ai un atelier et que j'ai l'habitude de recevoir des groupes, bah, c'est chez nous qu'on a fait le premier Noël et puis le deuxième Noël. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, waouh, mais c'est un peu trop facile, c'est beaucoup de travail pour moi. Mes frères et sœurs, ils pourraient peut-être le faire aussi. Et j'avais comme ça un petit peu d'amertume par rapport à ma famille de me laisser la charge. Je rêvais d'un Noël où en fait, j'étais juste en deuil, hein, des Noëls chez ma mère où j'avais juste à arriver et profiter de tout ce qu'elle avait préparé. Mais bon, ça se traduisait en amertume. Puis j'ai travaillé ça dans mon carnet de deuil et puis je me suis dit, mais non, c'est ça mon héritage. J'aime être aussi une femme qui accueille, qui fait des grandes tablées et qui fait vivre cette part-là. Je me suis dit, mais en fait, ça, je vais continuer à le faire parce que c'est une part de ma mère dont je veux avoir hérité et dont je fais le choix de continuer à faire vivre. Et là, bah, je continue et j'ai stoppé toute amertume. C'est mon choix libre et conscient d'organiser des grandes fêtes familiales parce que j'ai conscientisé que c'était l'héritage de ma mère. Voilà, ça c'est un exemple très concret. Mais voilà. Merveilleux. Oui, il y en a qui créent par exemple des associations au nom d'une maladie, au nom du disparu. Il y en a qui deviennent coach. On a par exemple Pastel Fluo, Joanie Lacroix, qui elle, en ayant perdu deux enfants, a décidé, a trouvé son cadeau caché et a décidé en fait de créer son entreprise et d'aider à son tour les parents, entre autres, qui perdaient des enfants. Donc effectivement, est-ce qu'il y a toujours un cadeau caché derrière un deuil, Nathalie?
Alors, un héritage toujours. Alors, moi, j'aime pas les mots toujours parce que même si le deuil est universel, il est avant tout une histoire individuelle et personnelle et intime. Et donc, le toujours, ça voudrait dire à quelqu'un, ah, t'as pas tout à fait bien fait ton deuil parce que t'as pas trouvé ton cadeau caché. Ça, je trouve ça très, très violent. Ce que j'observe effectivement, c'est que des deuils extrêmement douloureux ont, ont souvent été euh, tolérée, intégrée dans la vie et la personne est redevenue vivante à travers ce qu'elle a découvert comme cadeau caché, mais surtout à travers ce qu'elle a construit comme sens à partir de ça. Ça, oui, on l'observe, que les personnes, qu'il y a des personnes qui ont vécu des deuils traumatiques et c'est dans le sens qu'elles ont donné dans la création d'une ASBL, etc. Que. Mais il y a aussi énormément de personnes endeuillées, terriblement endeuillées, qui ne vont pas forcément créer une ASBL, etc., mais qui vont redire oui à la vie et qui vont en fait, euh, euh, sans que ce soit... ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir trouvé le cadeau. Pour moi, la paix, à un moment donné, peut être un grand cadeau. Avoir été capable de cheminer à travers ça et de retrouver des zones de sérénité et de paix en soi, et je pense qu'il y a énormément de personnes, c'est aussi ça leur chemin de deuil, remettre de la paix. Euh, Peut-être que c'est ça le cadeau. Tout simplement, c'est pas forcément un énorme cadeau. Je vais devenir, voilà, c'est, voilà, c'est en même temps, euh, et c'est tout aussi puissant. C'est ça que je veux dire. Mhm. Il y a des choses merveilleuses qui sont tellement porteuses d'espoir à travers ce qu'elles concrétisent, ce qu'elles réalisent, ce qu'elles montrent pour les autres endeuillés par la suite. Ce sont des phares, mais on n'est pas obligé de devenir un phare pour guérir ou apaiser un deuil. Vraiment cheminer dans toute la simplicité et la puissance de son histoire et retrouver de la paix suffit aussi. Wow, bah écoutez, c'est un beau mot de la fin, en tout cas, Nathalie. Vous êtes vraiment, je trouve, justement porteuse d'espoir et je trouve que cette formation, vous avez été une des premières d'ailleurs formatrices à qui je me suis adressée quand j'ai eu cette idée carnet, de coffret du deuil, parce que je connaissais votre carnet de deuil, parce que c'est un livre extraordinaire aussi qui est disponible dans toute la francophonie et au Québec notamment, et que c'est très, très porteur et que c'est pratico-pratique, c'est des outils. Je pense que c'est ça parfois aussi qui manque dans le deuil. Il y a beaucoup de concepts, mais tu sais, comment on fait? Un peu comme vous l'avez dit, Isabelle Gauvreau va nous expliquer comment on ritualise, puis l'importance capitale des rituels. Et vous, dans votre formation, vous nous expliquez vraiment comment réaliser ce carnet, comment libérer, parce que c'est facile de dire, oh, il faut le libérer, il faut exprimer nos émotions. Oui, mais comment on fait ça? Et vous nous donnez plus d'une trentaine de techniques dans votre formation. Il y a 5 petits ateliers d'1 heure chacun. Vous pouvez les écouter, les réécouter, faire une pause. Bah, d'ailleurs, il faut faire des pauses pour pouvoir faire toutes vos pages. C'est une formation absolument exceptionnelle. J'ai eu la chance de l'avoir en avant-première. Merci Nathalie. Et je vous dis, ça va vraiment changer et vous aider énormément là-dedans. On a peut-être une dernière question de Brigitte. Comment arriver à retrouver de la joie? Oui, c'est intéressant. Euh, Joie et tristesse sont indissociables. Et je pense que c'est en rencontrant profondément sa tristesse qu'on peut retrouver la joie là-bas derrière. D'ailleurs, c'est pour toutes nos émotions, on n'a pas d'autre choix que de plonger parce que la joie, l'acceptation, la paix, c'est là-bas derrière. Si on se retient en disant, mon Dieu, je n'oserais jamais aller dans ce puissant fond de tristesse, il n'y a pas de puissant fond de tristesse parce que c'est là-bas au bout se trouve la joie. Il faut oser y aller. Mais là aussi, Aurore, je vous rejoins, on ne doit pas y aller tout seul. On ne doit pas y aller juste avec la force de sa volonté. C'est y aller en étant porté par des outils, par des techniques et faire confiance à ses mains, faire confiance à la simplicité des exercices, faire confiance à la simplicité de la pratique. Et d'ailleurs, dans les 5 ateliers, je vous accompagne, on crée ensemble, vous voyez mes mains, voilà, c'est très facile, c'est des techniques faciles. Faites confiance à la pratique. J'ai envie de dire, osez-le, et puis vous verrez après. C'est jouer le jeu de la créativité et observer ce qui se mobilise en vous si vous jouez le jeu. Et je pense que dans ce jeu, d'oser jouer, il y a aussi une capacité à retrouver sa joie.
Exact. En tout cas, merci infiniment, Nathalie. J'ai mis l'adresse du site web de Nathalie, donc art-émoi.be dans la zone de chat. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, je vous encourage, c'est ma petite mission pour vous aujourd'hui d'aller voir le site de Nathalie si vous ne le connaissiez pas encore. Nathalie a également une très belle page Facebook où elle donne beaucoup d'outils. Donc, allez voir ce qu'elle a à proposer. Et puis, donc, Nathalie fait évidemment partie du coffret Couleur du deuil, donc un coffret qui est en vente jusqu'au 20 novembre. 11 formations, dont 10 sont complètement inédites, dont celle de Nathalie, des formations qui sont vraiment pratico-pratiques, à la fois pour quelqu'un qui vit un deuil, que ce soit un deuil récent, un deuil plus lointain qui n'est pas tout à fait terminé, pour quelqu'un qui veut aider un endeuillé, qui ne sait pas toujours quoi dire, quoi faire. Justement, vous pourriez lui proposer de faire ensemble un carnet de deuil, pourquoi pas. Et évidemment, c'est également pour les professionnels qui ont une clientèle d'endeuillés, qui n'ont pas toujours des techniques. Et là, Nathalie nous donne plus que 30 techniques, donc vous pourrez utiliser auprès de vos clients. Alors, merci infiniment à vous, Nathalie Hano. Merci à vous tous qui êtes restés un petit peu plus longtemps que prévu aujourd'hui. Allez découvrir nos univers, allez sur artemoi.be, regardez ce que Nathalie a à vous proposer dans le coffret. Et puis, moi, je vous dis à demain pour une nouvelle entrevue. À bientôt.